Les dégâts sont trop importants. Les bilans provisoires est d'une centaine de morts. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge était sur les lieux du drame. Des images d'un décor apocalyptique à suivre tout de suite dans ce journal. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Un réveil brutal et très douloureux pour certains habitants de la capitale. Ce mardi, des communes entières se sont réveillées sous les eaux. De dizaines de personnes sont mortes, victimes de pluies diluviennes qui ont provoqué glissement de terrain et électrocution, sans compter de dégâts matériels importants. Les bilans est encore provisoire. Les images décrivent ce drame à Kinshasa et au Congo central. Cœurs sensibles doivent s'abstenir. Géline Chabani. Des cris, des pleurs et des lamentations. Kinshasa s'est réveillé sous ces spectacles de désolation. C'est suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa et Congo central de 2h à 7h du matin. Des dégâts étaient considérables. Les maisons écroulées, les éboulements des sols qui ont englouti les habitations et surtout la formation d'énormes érosions et des pertes en vies humaines. Ce sont là des dégâts de cette catastrophe naturelle. Les flots des ruissellements d'eau sur la route de Matadi, sur le tronçon Matadi-Kibala et en vrac, a entraîné une érosion importante qui a coupé la nationale numéro 1 en deux parties. Ceci va entraîner une forte perturbation du trafic sur cette route d'intérêt national qui relie la ville de Kinshasa à la province du Congo central. Cette route permet l'approvisionnement de la ville-province Kinshasa en produits vivriers et autres produits de première nécessité en provenance du Congo central, de l'Afrique australe et de l'Europe, dédouanés au port de Matadi et Boma et aussi aux postes frontières de Lufu entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. La partie est et centre de la ville de Kinshasa n'était pas épargnée. Les rivières Kalamu et Njili ont débordé, causant des inondations des maisons environnantes. Les postes SNEL haute tension de Funa situés à Limete et sous eau, ce qui risque de causer l'interruption en alimentation en énergie électrique de quelques communes de Kinshasa. Nous citons Limete, Gombe, Kinshasa, Barumbu, Ngiringiri, Kasavubu, Lingwala et Kalamu. Autant de dégâts dus à la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment les constructions anarchiques, le manque de débouchage des caniveaux envahis par les immondices et les bouteilles en plastique, et aussi des habitudes de jeter des immondices dans les caniveaux pendant la pluie. La population de Kinshasa est donc impuissante face à cette catastrophe naturelle. Pourtant, cette catastrophe n'est pas une fatalité. Avec la discipline et le civisme, on peut éviter ces drames. La réhabilitation de la nationale numéro 1 coupée en deux après la pluie, dont sa partie comprise entre le quartier Matadi-Mayo et Mitendi est imminente, a annoncé Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le chef du gouvernement a effectué une ronde aujourd'hui, juste après cette pluie, pour s'en rendre compte de dégâts causés. Pati Tondouangou, Marcel Moubeng, bienvenue au Sala. La pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit de lundi à mardi 13 décembre 2022 a sémé la désolation, mort d'hommes, inondations et d'importants dégâts matériels. La nationale numéro 1, essentielle à l'approvisionnement et qui relie la ville-province Kinshasa à la ville portuaire de Matadi, coupée en deux dans son tronçon compris entre Matadi-Kibala et Mitendi dans la commune de Mongafula. Ce qui n'a pas laissé indifférent le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui, aussitôt informé, s'est rendu sur le terrain pour d'abord compatir à la douleur des familles victimes et évaluer l'ampleur des dégâts et prendre des décisions qui s'imposent. Les premiers dégâts que nous sommes venus évaluer, c'est d'abord les dégâts humains. Et donc nous sommes au regret de constater que dans l'érosion, il y a malheureusement des résidences qui ont été emportés et nous avons une indication de près d'une vingtaine de morts et nous continuons encore les recherches dans les décombres pour avoir plus et vraiment établir le dernier bilan. Le deuxième bilan, c'est un bilan au niveau des infrastructures pour voir exactement au niveau de la route, parce que c'est une route principale de desserte pour la ville de Kinshasa, comment est-ce qu'on peut pallier en termes d'intervention d'urgence. Vu l'importance de cette route, l'urgence s'impose pour sa réhabilitation. Déjà, le chef du gouvernement a annoncé les débuts des travaux de remblaiement. À mon arrivée ici, vous avez pu déjà voir que les travaux de remblaiement
ont déjà démarré, de manière à ce que très vite nous puissions avoir un retour de la route avec, pour commencer, les petits véhicules, les petits charrois. Et ensuite, nous allons faire un travail de plus grande envergure. Les petits charrois, ça devrait être dans les 24 heures que l'on pourrait revoir déjà le retour de la route, où ils pourront passer. Mais le grand charroi, il va nous falloir des travaux de génie civil qui peuvent prendre 3 à 4 jours et revoir la route être ouverte et permettre que l'on puisse avoir de nouveau une liaison entre Kinshasa et Matadi. Face aux constructions anarchiques dans les zones non édificantes qui sont souvent à la base des dégâts, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a sensibilisé la population riveraine. Une sensibilisation encore une fois de plus à la population, sensibilisation que nous faisons généralement aussi avec la ville-province de Kinshasa, vous avez vu que nous sommes avec le gouverneur, sur les zones non édificantes où on ne devrait pas avoir de constructions. Et c'est lorsque nous avons malheureusement ces constructions anarchiques que nous subissons ce type de revers qui pose énormément de dégâts. Tout un travail est fait, un rapport établi pour que tous les jours nous puissions travailler sur ces zones justement en Édificandi et que nous puissions rétablir l'ordre qui aurait dû être pour préserver cette ville de Kinshasa qui est la capitale et qui nous est chère. Ont accompagné les premiers ministres, quelques membres du gouvernement, le gouverneur de la ville-province Kinshasa et les autorités de la police nationale congolaise. Après Mitendi, Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est rendu sur d'autres sites où l'on signale des dégâts matériels et morts d'hommes. Et comme vous le savez, après le passage de la dame pluie, difficile de circuler sur les artères de Kinshasa, les conducteurs, tout comme des usagers, déplorent cette situation qui crée les embouteillages. Bobo Samba et Joseph Oscar Mbalkaï, je les ai attendus leur micro. Après le passage de Dame la Pluie à Kinshasa, les automobilistes grincent le dent sur les artères de la ville capitale. Pour cause, la montée des eaux de pluie ayant comme conséquence des embouteillages monstres. Pour ce conducteur, l'insalubrité rencontrée dans le caniveau de la ville de Kinshasa serait à la base de cette situation. Le service commis à la salubrité de la ville dépose des immondices dans les caniveaux. Conséquence, les caniveaux sont bouchés. Il faut un vrai salongo. Celui-ci par des constructions anarchiques qui ne favorisent pas l'écoulement des eaux de pluie. Les constructions anarchiques sont à la base des inondations. Cet automobiliste pense qu'il est temps de repenser la voirie de la ville capitale. Pourquoi ne pas construire des caniveaux capables d'évacuer les eaux de pluie? La problématique relative aux inondations de la ville de Kinshasa a été évoquée et des solutions proposées par le président de l'initiative Nouvelle Kinshasa il y a de cela quelques mois. Qu'est-ce qui peut justifier par exemple que pendant plus de 20 ans par exemple, axe Wileri entre Rail, na INRB, na centre des handicapés, Soka Mboule Beti et Tonda, na Ebionte. C'est connu de tous que les artères de Kinshasa sont inondées après chaque pluie. Le plan de développement intégré et intégral de la ville de Kinshasa propose des solutions à ce type de problème que rencontre la ville capitale. Mais personne ne réfléchit de manière durable pour se poser la question en disant que faisons-nous pour que Tonda ne suscite? Pendant ce temps, la situation reste préoccupante dans plusieurs coins de Kinshasa. Le ciel, lui, n'est toujours pas clément. Et la commune de Ngalima est parmi les plus touchées par le dégât de la pluie. Près de 50 morts enregistrés, un bilan qui pourrait s'alourdir. Le bourgmestre de cette commune, Dieu merci, Maï Basiloanga, a fait la ronde de sa municipalité. On en parle avec Cédric Kenina. Comme si les écluses du ciel avaient cédé. La pluie dévastatrice s'est illustrée avec une fureur sans commune mesure. La commune d'Ngalima est l'une des communes les plus touchées. Et en tant que le numéro 1 de la municipalité, je présente d'abord mes condoléances, le plus attristé à toutes ces familles-là qui ont perdu les êtres les plus chers. C'est vraiment très difficile, très pénible, même pour le numéro 1, le premier notable de la commune d'Ngalima, qui est le chef de l'État, son ex-Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre larmes et tristesse, l'autorité municipale, accompagnée de son collègue de la commune de la Gombe, ont tous deux fait la ronde pour mesurer l'étendue des dégâts. Que je suis avec mon collègue de la
de la commune de la Gombe qui habite aussi l'avenir en question. Mais nous avons voulu descendre sur le terrain pour connaître l'état des lieux. Nous devons éviter de construire dans des endroits qui sont névralgiques ou dans des pentes. J'interpelle la population de ne plus construire. Et les gens qui sont dans des terres marécagées, c'est le moment de quitter d'abord ces endroits-là. L'appel est donc lancé. Il faut mettre fin à l'anarchie qui conduit au drame humain. Aujourd'hui, la coopération des architectes totalise 4 années d'existence. Le président national de l'ordre des architectes qui rappelle l'émission de cet organe est revenu sur les dégâts causés par la pluie de ce mardi. Malumbela. Dans la ville de Kinshasa, les populations sont exposées au drame que cause les pluies diluviennes depuis plusieurs années. Des situations déplorables qui n'étonnent plus personne. Face à cela, il faut vite agir avec des actions concrètes. Nous déplorons la catastrophe naturelle qu'il y a eu dans la ville de Kinshasa. Il y a eu mort d'hommes à cause des inondations, des éboulements. Déplorer tout le temps des morts pendant que nous sommes dans une situation très catastrophique. À l'Est, nous sommes en train déjà de perdre beaucoup de nos frères et sœurs par rapport à la guerre. Et que laisser aussi la nature tuer d'autres, je crois que nous pouvons les éviter. Nous pouvons vraiment nous mettre à l'abri si on recourt à l'expertise locale des architectes qui sont là et des urbanistes. Il est temps que nous puissions comprendre qu'il faudrait que nous puissions organiser les états généraux de l'urbanisme, aménagement du territoire, pour que nous puissions trouver des solutions ensemble et avancer pour le développement de notre pays. Cette journée du 13 décembre qui a endeuillé les familles a coïncidé avec la célébration du 4e anniversaire de la création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes par ordonnance présidentielle. Le président national de cet ordre a souligné l'importance de cette dotation d'un cadre légal. Nous tenons à remercier les chefs de l'État qui est le garant des institutions et spécialement les honorables députés et sénateurs qui nous ont fait confiance, qui ont compris qu'il était temps de doter notre pays de cette loi, qui a pour mission aussi d'être un organe technique pour accompagner le gouvernement dans tout ce qui concerne l'architecture, l'urbanisme et tout ce qui est dans le domaine du bâtir. Les architectes sont appelés, avec l'accompagnement du gouvernement, à améliorer la qualité de vie des citoyens à travers des logements décents dans des milieux urbains et ruraux. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale causent d'énormes dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Vous le savez, les causes sont entre autres les constructions anarchiques à travers le permis octroyé par l'autorité publique, et les Kinois, eux, ne tiennent pas compte de l'endroit où construire. Ajouter à cela la mauvaise gestion de déchets ménagers, d'où cette question: quelles sont les préventions prises par les gouvernements de la République pour réduire justement ces risques habituels? La réponse dans cette réflexion d'Anita Luamba. C'est un spectacle désolant qu'offre la 3e mégapole d'Afrique. Composée de plus de 11 millions d'habitants, Kinshasa, la capitale, continue toujours d'être inondée à chaque saison pluvieuse. Les pluies qui s'abattent sur la capitale causent d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Cela sous l'œil impuissant des Kinois, victimes des catastrophes naturelles, qui attendent depuis des lustres une solution de la part du gouvernement de la République pour la mise sur pied d'un nouveau plan d'urgence d'urbanisation qui va permettre de réduire les risques naturels. Chaque jour qui passe, les autorités provinciales assistent impuissantes à travers les réseaux et les médias traditionnels à des vidéos des infrastructures et des artères inondées par les eaux de pluie sur lesquelles stagnent les bouteilles en plastique qui bouchent les caniveaux de la ville de Kinshasa. Situation encore plus grave pour les populations qui habitent près des cours d'eau. Si ces actes sont devenus répétitifs, il y a lieu de s'interroger sur les responsabilités des uns et des autres. Selon certains observateurs, l'autorité publique accorde des permis de construction qui ne tiennent pas compte souvent du sol sur lequel les maisons doivent être construites. Des maisons souvent construites le long des artères et des rivières sans le moindre respect urbanistique, une interpellation qui vise aussi les producteurs des bouteilles en plastique qui font fi du décret signé par l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala qui interdisait la fabrication de plastique. Une décision qui n'a pas été suivie de fait. La population, quant à elle, est appelée à bien gérer ses déchets domestiques pour éviter de boucher les caniveaux. Pour rappel, en novembre 2019, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort, victimes des pluies diluviennes qui avaient provoqué inondations et glissements de terrain dans la commune de Mongafula.
Le gouvernement de la République est donc appelé à mettre les bouchées doubles pour éviter une fois de plus des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, faute de quoi les autres jours pourront être sombres pour les Quinois. Allez, on change de chapitre. Pour la 38e fois, l'état de siège dans les provinces des littoraux du Nord Kivu vient d'être prorogé par l'Assemblée nationale. La plénière a aussi adopté 2 propositions de loi, l'une portant régime pénitentiaire et l'autre sur les défenseurs de droits de l'homme. Les 3 textes étaient renvoyés au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. On en parle avec Sylvie Moembo. Désormais, les défenseurs de droits de l'homme disposent d'une loi relative à leur protection. La plénière de la Chambre basse du Parlement du lundi 12 décembre 2022, que conduisait le président Christophe Mbosso-Kodiapwanga, a adopté à l'unanimité la proposition de loi sur la protection des droits des défenseurs de droits de l'homme. Cette loi est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo car elle va permettre à l'État congolais de contrôler cet espace des droits de l'homme. Le rapport de la Commission des droits de l'homme approuvé par la plénière a intégré les amendements des quelques articles proposés par les élus nationaux. S'agissant de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire, les articles de cette proposition de loi ont été adoptés in globo sans amendement. Au cours de la même plénière, sur 382 députés, 279 ont voté pour la 38e fois consécutive le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri du Nord Kivu, et ce, pour une durée de 15 jours. Le vice-ministre de la Justice, Amato Baubasiré, a justifié cette énième prorogation en se basant sur la guerre à l'est du pays imposée par le Rwanda sous couvert du groupe terroriste M23. Les 2 propositions de loi ainsi que le projet de loi portant autorisation de l'état de siège ont été envoyés pour une seconde lecture au Sénat avant sa promulgation par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le souci de voir toute la matière inscrite au calendrier de la session ordinaire de septembre être épuisée avant la clôture de la dite session prévue pour ce jeudi 15 décembre 2022, le speaker du Sénat Modeste Bahati a visité quelques commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement. Le point avec Sandra Nianguitabou. Dans le souci de voir toutes les matières inscrites au calendrier de la session ordinaire de septembre être épuisées avant la clôture de la dite session prévue pour ce jeudi 15 décembre 2022, le speaker du Sénat, Modeste Bahati, a entamé une série de visites dans les différentes commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement afin de suivre de près les travaux et pousser les sénateurs membres des dites commissions à plus de célérité. C'est dans cette logique que le président de la Chambre haute du Parlement s'est personnellement rendu le lundi 12 décembre à la commission ECOFIN qui examine en toute urgence le projet de loi des finances 2023 déjà voté par l'Assemblée nationale. Sur place, Modeste Bahati, qui est aussi membre à part entière de la Commission économique, financière et bonne gouvernance, a eu un échange fructueux avec ses collègues tout en leur demandant de mettre les bouchées doubles afin de doter le pays du budget exercice 2023 dans le délai requis. Des propositions claires et pertinentes ont été données par le speaker du Sénat pour qu'au plus tard, le jeudi 15 décembre, cette importante loi budgétaire soit votée et envoyée au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour promulgation. Nous devons nécessairement épuiser la matière. D'abord, la loi des finances. Il y a eu la loi de reddition des comptes. Il y a la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme. Il y a la loi sur les établissements de crédit. Toutes ces matières sont traitées au niveau de l'ECOFIN. Mais je fais le tour des autres commissions parce qu'il y a beaucoup d'autres matières. Nous avons également des lois qui doivent passer en commission paritaire, notamment sur la taxe sur la promotion de l'industrie et tant d'autres matières. Et puis notre rapport de gestion, le rapport financier du Sénat.
Pour rappel, c'est depuis le 15 septembre dernier, lors de la rentrée parlementaire, que ce projet de loi des finances a été déposé par le gouvernement Samalou Koundé à l'Assemblée nationale, puis examiné et voté par cette dernière qui l'a, à son tour, envoyé pour seconde lecture au Sénat. La Chambre haute n'aura eu que 15 jours pour examiner le texte en seconde lecture et le voter avant la fin de la session en cours, dont la clôture intervient ce jeudi 15 décembre 2022. Où en sommes-nous avec les objectifs de développement durable en RDC? Eh bien, et Kinshasa accueille pendant 2 jours un forum national sur les ODD. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Les comptes à rebours avaient été lancés. La République démocratique du Congo et 190 autres pays membres des Nations Unies n'ont plus que moins de 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable dont ils sont signataires depuis 2015. Les forums nationaux sur les objectifs de développement durable qui réunit les membres du gouvernement et quelques partenaires a pour objectif de faire une évaluation et aussi mettre en place des mécanismes nécessaires pour respecter le deadline accordé. Les ODD 3 et 4 qui portent respectivement sur la santé et l'éducation de qualité sont les 2 points qui seront particulièrement abordés à ces assises. Tout en saluant les politiques déjà mises en œuvre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui lance ces travaux a appelé les participants à bien réfléchir sur les actions accélératrices qui peuvent être entreprises en faveur des ODD qui rencontrent le gigantesque programme du chef de l'État de 145 territoires dont l'opérationnalisation est en cours et va à coup sûr contribuer à la réponse qu'il faut réserver dans l'atteinte des ODD. Croire Daniel Asselo Kitowakoy, le gouvernement Samalou Kondé reste déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise à la base, vision qui rime avec les ODD. Environnement avec Néné Maïjana qui nous propose ce reportage sur la mise en œuvre du partage de bénéfices générés par la vente de crédits carbone dans la province du Maïndombe. Du gouvernement congolais pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre des Maïndombe commence à porter ses fruits à travers la vente des crédits carbone forestiers et c'est les projets de restauration des écosystèmes associés ERA Congo Wildlife Wars Carbon Investi dans la conservation des forêts primaires avec les communautés riveraines. Résultat, 13 millions de crédits carbone vendus cette année. Conformément à la procédure d'homologation, les communautés ont reçu 25% des bénéfices et ont investi dans les infrastructures, notamment les écoles, les hôpitaux, les forages d'eau potable pour éviter les maladies hydriques, l'éclairage public et des projets connexes pour l'intensification agricole et tant d'autres. Depuis longtemps, nous avions des écoles, mais qui n'étaient pas construites de cette façon. Maintenant, nous avons des beaux bâtiments et nous avons même un centre d'examen d'État ici. On fonctionne bien. Il a pris aussi en charge tous les agents de cet institut. Il nous paye chaque fin du mois. Nous les femmes, nous sommes dans la joie pour la construction de cet hôpital. Les cas d'accouchement des femmes étaient graves. Ça nécessitait qu'on puisse aller en ville. Mais avec la tempête, cela empêchait que nous puissions traverser les lacs. La femme pouvait aussi mourir. Selenge Ibali Lobeke Bokebeni, Patambali, Mbale Songo, Ikita Lombe, Bosongo sont là des premiers villages bénéficiaires de cette vente de carbone. Il en sera ainsi chaque année. Et en lot de 120 bus pour étudiants baptisés Transacademia est arrivé à Kinshasa. Ces bus viennent pour faciliter la mobilité des étudiants congolais. C'est le ministre de Transport, Chérubin Okende, qui les a réceptionnés. Jean-Richard Koualé. Comme annoncé par le chef de l'État aux jeunes réunis au Palais du Peuple, un lot de 120 bus Transacademia sur les 600 commandés en Chine par le gouvernement congolais est arrivé à Kinshasa le dimanche dernier. Ces bus ont été réceptionnés par le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements à qui le président de la République avait confié la lourde responsabilité de mettre en œuvre ce projet. Avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce ne sont pas des promesses non tenues. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc il y a lieu que nous accompagnions Transacademia jusqu'à sa maturation, son opérationnalisation concrète. En ce qui concerne le secteur des transports,
j'ai reçu des instructions du président de la République pour permettre à ce que les étudiants soient transportés de manière décente. C'est au Palais du Peuple que ces bus neufs et climatisés sont stockés. Le ministre des Transports s'est entretenu avec les conducteurs venus de Transco, avec les techniciens de ce même établissement qui accompagne la naissance de la société sœur Transacademia. Dans les prochains jours, ces bus vont être remis officiellement au comité de gestion de la nouvelle société Transacademia par l'autorité compétente. À leur tour, les étudiants principaux bénéficiaires de ce don ont échangé avec le ministre Chéribin Okende. Par la bouche de leur président Christian Kalanji, ces étudiants ont remercié le chef de l'État pour la matérialisation de ce projet. Après la rencontre avec le ministre, les étudiants ont été conduits au Palais du Peuple où sont stockés les bus. Ils ont palpé du doigt la réalité de ces engins qui vont bientôt commencer à les transporter. Son apport est considérable dans le secteur éducatif congolais. La start-up Schoolap annonce 12 autres innovations technologiques, le e-cybercafé, le store, l'Academia et autres pour encore révolutionner le système éducatif congolais. Les responsables de Schoolap l'ont annoncé au cours d'une conférence de presse, nous dit Toto Songwe, Célestine et Passion Semboyo. Dans le système éducatif congolais, tant au niveau de l'enseignement des bases qu'aux universités, ont été présentés à la presse. Le cofondateur et gérant de l'application Schoolap en République démocratique du Congo revient sur la portée de cette contribution au rayonnement de l'enseignement en RDC. Guy-José Leta a à cette occasion présenté la charte graphique de cette innovation assortie des logos et des couleurs adaptées. Les 12 innovations viennent pour améliorer ce que nous avons fait depuis tous ces temps. Et nous sommes très fiers parce que impacter la connaissance, l'apprentissage des jeunes Congolais, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient en province, qu'ils soient dans la capitale, dans des zones rurales, péri-rurales, deep rurales, c'est un motif de satisfaction et de fierté. Parce que pas seulement que nous accompagnons ce que le gouvernement a fait, mais nous-mêmes aussi nous voulons un peu apporter un plus dans ce qui est déjà faisable, qui se fait déjà d'habitude. Nous sommes dans 60 provinces éducationnelles, c'est pas rien. Et les 60 provinces éducationnelles sont tellement proches des écoles, avec les IPP, nous travaillons. Mais après, nous travaillons à ce que notre technologie soit capable d'arriver même là où il n'y a pas l'Internet, même là où il n'y a pas l'électricité. Le coordonnateur adjoint de l'Agence pour le développement du numérique, Jeff Chimala Titenge, a, lors de cette conférence de presse, salué des innovations de la start-up Schoolap qui s'inscrit dans le combat mené par le chef de l'État pour assurer l'enseignement de qualité en RDC. L'escaltation des missions régaliennes et des attributions de l'inspection générale de finances, sujet au cœur de la matinée scientifique et de réflexion organisée à l'Institut supérieur de pédagogie dans la commune de la Gombe. C'était pour le processus de lutte contre la corruption. Contre toute forme et sorte de corruption à longue échelle, fléau économico-social qui gangrène certaines structures et sphères décisionnelles du pays, telle était l'une des orientations phares poursuivies par certains hommes de sciences congolais au cours d'une matinée scientifique organisée en marge de la journée mondiale de lutte contre la corruption, célébrée dernièrement en République démocratique du Congo. Belle opportunité pour ces éminences grises de cristalliser les missions régaliennes de la sentinelle financière en République démocratique du Congo. La mission de l'IGF, sa manière de fonctionner, c'est vraiment la vision du chef de l'État. Et cette vision se résume à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, afin de permettre à l'État d'avoir les moyens de son fonctionnement. J'ai de respect envers Jules Alinguetti, sentinelle de la République. Et l'IGF a commencé à entreprendre ses activités en rapport avec le déploiement de ses agents sur le terrain. Cette méthodologie adoptée par l'IGF, c'est une méthodologie qui a donné des résultats escomptés. Fort de toutes les missions et attributions régaliennes de l'Inspection générale des finances, divers étudiants finalistes en filière économique et financière se sont engagés à orienter leurs travaux de fin de cycle et mémoire autour de la pertinence de cette structure rattachée à la présidence de la République.
Et puis Richard Kalala, Keren Kankolong et Grace Maoso nous parlent du dénouement de l'affaire ministère public contre le professeur Antoine Kitombele pour usurpation de pouvoir contre le professeur Bokolo pour mégestion au tribunal des grandes instances de Matete. Regardez. Sur l'affaire ministère public contre le professeur Antoine Kitombele pour usurpation de pouvoir et contre le professeur Bokolo pour mégestion, le tribunal de grandes instances Kinshasa-Matete a renvoyé l'audience au lundi 19 décembre 2022. Procès qui s'est vu décalé à une date ultérieure suite à la demande formulée par la partie Bokolo empêchée. Mais pour le camp Kitombele, l'audience devrait toutefois avoir lieu compte tenu de la non-conformité des dossiers inculpant les deux parties. Cette affaire concerne les membres de la PEKIN, parce qu'ils sont tous des professeurs et ils sont en train d'enseigner. C'est pour cette raison qu'il a tenu à ce que vous, la presse, vous soyez présents afin d'être le relais. La bonne application sereine et juste de la justice aurait dû être que le tribunal acquiesce à notre demande, entende cette cause et déclare cet homme innocent des poursuites qui sont diligentées contre lui. C'est ici le lieu de rappeler que c'est depuis le 25 février 2022 que le professeur Antoine Kitombele est en détention. Pourtant, la partie civile de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa dit approuver la décision du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete. On va prendre tout d'abord ces communiqués qui viennent de nous parvenir de la présidence de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été informé de dégâts humains et matériels consécutifs à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022 depuis Washington où il séjourne dans le cadre de sa participation au sommet États-Unis-Afrique. Le chef de l'État est profondément attristé et peiné de la perte de plusieurs de nos compatriotes et de la désolation qui en résulte dans les familles respectives. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a une pensée particulière pour chacune des familles éprouvées auxquelles il adresse ses sincères condoléances. Il exprime sa compassion et son soutien et les assure ainsi qu'à tous ceux qui ont perdu de bien de la solidarité du gouvernement. À cet effet, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre toutes les dispositions idoines afin d'apporter un réconfort aux familles victimes. Le gouvernement est appelé à intervenir sans délai afin de rendre opérationnelle la route nationale numéro 1, tronçon Matadi-Mayo Mitendi. Il en est de même du curage de rivières et des égouts de conduite d'eau pour lutter contre ces inondations faites à Kinshasa le 13 décembre 2022. Pour le président de la République, le directeur du cabinet du chef de l'État, Guilla Niembo Mouiza. Et justement, c'est communiqué, le gouvernement de la République décrète ainsi le deuil national à partir d'aujourd'hui à 0 heure. L'université de Lubumbashi vient de s'enrichir en un homme scientifique. Il s'agit du chef de travaux Sadiki Niembo qui a soutenu une thèse. On fait le point avec Iverson Kabwaba. 5 livres édités en français et en anglais, telle est la moisson de la production participant à la vitalité scientifique de l'UNILU la meilleure. Ces productions sont celles des chercheurs issus de toutes les facultés. Le secrétaire général chargé de la recherche, le professeur Malemban Sakila, a dans son mot salué le vernissage célébrant cette grande production. Il a rappelé l'importance de la publication scientifique en tant que marqueur de la vivacité du chercheur, tout en condamnant le recours à des maisons d'édition non reconnues. Les publications renforcent la posture de leurs auteurs, mais elles assurent par-dessus tout la visibilité de notre université et consolident notre vision d'une UNILU la meilleure.
Dans son mot de circonstance, le recteur de l'UNILU, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, a salué la portée de cette cérémonie collective. Vous donc qui avez produit ce que nous célébrons aujourd'hui, à partir de vous qui étiez seuls, à partir de vos mots, de votre critique, autocritique, à partir de votre questionnement sur des questions diverses, vous nous avez appris à faire de la science le terreau, le levier pour une société congolaise qui avance vers son émergence par la science et les universités. Un format innovant a consisté à travers 10 professeurs choisis à procéder à la présentation du contenu des livres à l'honneur. Une tradition, celle que la gouvernance d'innovation du recteur de l'université de Lubumbashi entend imprimer comme marque déposée pour reconnaître le mérite de ceux qui ont mérité en publiant. Vous avez plutôt suivi le vernissage de plus de 70 ouvrages produits par le professeur de l'université de Lubumbashi. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée par le recteur de l'INILU, l'université de Lubumbashi. On y reste pour vous parler cette fois-là de cette dépense, de cette soutenance de thèse. Regardez. Contrôle d'armes légères et peu durables dans la région des Grands Lacs africains, une contribution aux théories de sécurité et leur application en République démocratique du Congo. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue par le chef des travaux Sadiki Niembo. Pendant 30 minutes décisives, l'auteur a présenté ses fruits scientifiques en impulsant les contenus de près de 751 pages pour faire comprendre à l'assistance le méandre de ces sujets multidimensionnels. Nous sommes à l'université de Lubumbashi devant un jury composé d'éminents professeurs. Nous, président, secrétaire et membres du jury, chargés par le recteur de l'université de Lubumbashi, de procéder à l'examen de la thèse de doctorat après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. Monsieur Sadiki Niembo-Lucien a réussi avec la mention grande distinction. Le chef des travaux Sadiki Niembo est désormais en passe d'être docteur en relations internationales. Je dédie cette thèse de 751 pages au gouvernant parce qu'il appartient au gouvernant de mettre en application ce que j'ai conçu comme scientifique. Cette grandiose cérémonie était présidée par le secrétaire général académique de l'université de Lubumbashi qui a représenté le recteur empêché. Enseignement supérieur et universitaire toujours, levé de mesures de suspension dans 6 universités du pays ayant répondu aux normes pour l'organisation de la faculté de médecine. C'est parmi les décisions prises au cours du Conseil national de l'ordre de médecins tenu à Kinshasa. Rodé Panda nous en dit un peu plus. De réparer une chaise mal fabriquée de la vie humaine fauchée. En médecine, si le prestataire de soins n'est pas bien formé, cela appelle à des catastrophes. Voilà qui justifie la suspension de plusieurs universités non viables en RDC par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire en collaboration avec l'Ordre national des médecins, raison pour laquelle est organisé à travers les pays des tests d'admission au tableau de l'ordre depuis quelque temps. Le Conseil élargi du Conseil national de l'ordre des médecins a statué là-dessus. Parmi les universités ayant bénéficié de la levée des mesures de suspension pour organiser la faculté de médecine, il y a entre autres l'université de Mbujimaï au Kasaï oriental, l'université Simukimbangu à Kinshasa, l'université de Bandundu Uniband au Kwilu, l'Unicole au Tanganyika, l'université Notre-Dame au Kasaï central et l'université Joseph Kasavubu dans le Congo central. Donc 6 nouvelles facultés ont été accréditées sur base des éléments objectifs et c'est très important parce que les facultés de médecine se conforment aux dispositions édictées par le Conseil national, dispositions que le Conseil national a tout simplement pris du ministère de l'enseignement supérieur. Les facultés de médecine accréditées, à leur réception au tableau de l'ordre de médecins sans test préalable, cette décision concerne les diplômés de l'année académique 2022-2023 et au-delà.
Le premier conseil élargi national a bouclé cette rencontre sur des résolutions sanitaires pour la corporation et la population. Santé, premier conseil élargi de l'ordre des médecins. Une délégation du Fonds de promotion de l'industrie a visité la ferme avicole Congo Up. Cette ferme avicole qui œuvre dans l'élevage de poules pondeuses et la production d'œufs a également exprimé son souhait de renforcer sa collaboration avec le FPI. On en parle avec Alain Bikaï. C'est aux premières heures de la journée du vendredi 9 décembre que le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Mudimu Tshisekedi, qui a accompagné les représentants du ministre de tutelle et quelques agents de son établissement, est arrivé dans les locaux de la société MES. Après un échange de vues entre toutes les parties sur l'évolution des projets financés par les FPI, Bertin Mudimu Tshisekedi est revenu sur l'objet de sa mission. Nous sommes venus ici sur instruction du ministre de l'Industrie pour examiner les différents projets d'investissement qui doivent être financés par les FPI. Vous savez que les FPI est un instrument entre les mains du gouvernement pour accompagner ce gouvernement dans la réalisation de la transformation de l'industrie congolaise. Du côté de la société MES, les dirigeants sont satisfaits totalement sur l'accompagnement du FPI. Ces derniers ont remercié dans la foulée les fonds de promotion de l'industrie et les gouvernements de la République pour son soutien indéfectible dans la réalisation du plan d'industrialisation de la RDC. Il s'y est dénoté que la société MES est présente en République démocratique du Congo depuis près de 30 ans. Elle s'est spécialisée particulièrement dans le secteur minier et agro-industriel. Avec l'aide du Fonds de promotion de l'industrie, elle compte capter les opportunités de croissance, notamment dans les secteurs miniers et agro-industriels où les besoins en intrants et en matériel se font de plus en plus sentir au vu de la croissance démographique et celle de la consommation. En se rendant dans la province du Haut-Touélé, les problèmes sociaux perturbent le bon fonctionnement de la Sokimo. En ce jour, à Ouacha, le comité de gestion de la Sokimo, avec en tête le directeur général et le président du conseil d'administration, ont prêché l'unité et l'amour du travail pour garantir la relance des activités au sein de cette société minière. Christine Lanzo et Simon Kakolongo. En séjour à Ouacha, dans les Haut-Touélé, les travailleurs de la Sokimo SA de la direction d'exploitation moto ont à leur tour rencontré le DG Pistis Bonongo Tokole, occasion pour eux d'écouter son message en réponse à la situation qui règne dans cette entreprise de l'État et les rôles que son équipe et les conseils d'administration sont appelés à jouer pour rendre effective la reprise des activités dans les différents sites d'exploitation d'or, dans l'agro-industrie, la menuiserie et autres. Il y a des difficultés certes, mais après avoir été sur terrain, les nouveaux dirigeants de la Sokimo se disent déterminés à relever les défis. Le DG Bonongo Tokole a été relayé par le DGA Joseph Makanda, appelant tous à travailler dans l'unité. Même message d'espoir apporté par le doyen des administrateurs, Florent Lébé. Selon les directeurs d'exploitation moto, Fortuné Bassoléné, la Sokimo SA est dépouillée de ses exploitations minières dans les Haut-Touélé. Ouacha continue quand même à maintenir son service médical, agricole et de menuiserie hérité de l'époque coloniale. Il y a nécessité de renouveler les équipements. L'agro-industrie de la Sokimo SA ne reste que des noms, car dépouillée de ses têtes de vaches durant les différentes rébellions. La délégation a ensuite visité les ateliers d'électrokimo. Les machines en panne doivent être réparées, également quelques transformateurs. Un autre constat sur terrain, la spoliation des espaces de la Sokimo par certains particuliers ayant construit à l'intérieur de ces sites. Juste après, le directeur général a visité les différents bureaux, les services de la géologie. À l'issue de cette visite, Pistis Bonongo Tokole a appelé tous à se mettre au travail et de privilégier l'intérêt général. Le conseil d'administration de la Sokimo, a-t-il ajouté, est déterminé à remettre l'espoir chez les travailleurs en redressant la Sokimo pour qu'elle retrouve ses positions de grande opératrice minière, comme le souhaitent le président de la République, Félix Tshisekedi, et le gouvernement de la République.
Situation sécuritaire à Solenyama, province de l'Ituri. Le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama appelle les communautés en conflit à la paix. Suivez plutôt ce reportage de Junior Selemani. Calmie étant restaurée à Solenyama et environ par les forces de l'ordre après de tensions communautaires il y a quelques jours, le gouverneur militaire salue la détermination de la population de cette contrée à résister contre des manipulateurs à la base de psychose. La population n'est pas sur ce schéma-là. Ça fait 6 mois au moins que la population est en train de goûter à cette paix. Elle n'en veut plus, elle ne veut plus de ce désordre-là. On a fomenté des rumeurs et des rumeurs. La population est restée. Et donc moi, en tout cas, je félicite cette population. La population est avec nous, je la félicite et je demande encore une fois de ne pas accepter d'être manipulée. De ne pas accepter ces rumeurs-là qui tombent comme ça pour faire peur, créer la psychose. Dans une interview ce vendredi, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny met en garde le fauteur de troubles. On ne s'amuse pas, il y a des gens qui veulent toujours se faire passer pour je ne sais quoi. Là, voilà, on est victime, on a fait ceci. Mais vous osez amener l'insécurité ici, nous allons répondre. Et nous allons répondre avec la plus grande vigueur. Là, je ne ris pas. Ils doivent savoir qu'à la moindre incartade, mais nous allons utiliser la force. C'est comme ça. Depuis lundi, le commandant de la 32e région militaire et l'administrateur militaire du territoire d'Irumu ont été dépêchés à Solenyama et les villages environnants à la sortie nord de la ville de Bunia pour des meetings populaires et des échanges afin de conscientiser les communautés sur la cohabitation et la résolution pacifique de tout différents. Les forces de sécurité et de défense ont été renforcées sur terrain pour imposer l'ordre. Rassir, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Bonne nouvelle pour les innombrables auditrices et auditeurs de la ville de Bouta. Le gouverneur de province qui réalise sa promesse vient de doter cette station provinciale d'un studio et de quelques équipements. Suivez. Double cérémonie ce week-end à la RTNC station provinciale d'Ibazouélé. Il s'agit de la remise officielle des équipements et lancement des activités de la radio locale de RTNC Bouta par le gouverneur, le professeur Jean-Robert Zanzabombiti. Devant plusieurs personnalités venues pour la circonstance, le directeur provincial de la RTNC Bazouélé, Patrick Ali Machukio, a tout d'abord exprimé sa gratitude à l'autorité provinciale pour son œuvre d'intérêt public au bénéfice de la province avant de donner un aperçu historique de RTNC Bazouélé. La station provinciale de radio et télévision nationale congolaise Bazouélé, passée par plusieurs vicissitudes, est aujourd'hui devenue, grâce à la vision managériale, son Excellence et Monsieur le gouverneur, le professeur docteur ingénieur Jean-Robert Zanzabombiti, vous remercions très vivement de l'acte inoubliable que vous venez de poser à l'égard de la chaîne publique, acte qui restera gravé en lac indélébile dans les annales de la RTNC et de la province du Bazouélé. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique et à la remise des clés au directeur provincial de RTNC Bazouélé, l'homme heureux du jour, le gouverneur Jean-Robert Zanzabombiti, se félicite pour avoir réalisé une des actions priorités de son programme gouvernemental axé sur le désenclavement médiatique dans le Bazouélé et promet d'aller jusqu'au bout pour que ces médias publics dans le Bazouélé soient complets dans leur diffusion radio et télévision. Nous recommandons le professionnalisme, le respect des lois de la République, le respect du code de déontologie des journalistes congolais et un esprit managérial pour pérenniser cette action mise à la disposition de la communauté. Et aussi, je profite de l'occasion pour informer à toute la communauté qu'après la radio, le cap est désormais sur la télévision. Il faut rappeler qu'en son arrivée à la tête du Bazouélé en juillet dernier, le gouverneur Zanza a trouvé un studio RTNC qui reflétait l'image d'un parapauvre et sans émetteur propre pour la station provinciale. Et la population congolaise doit être bien informée sur ces richesses qui logent son sous-sol et surtout Mills Chibangu, en expert en mines et revenu sur les opportunités de lithium de Manono. Nous sommes là dans la province du Tanganyika. Joël Kaimbe.
De soulagement pour le centre de santé de Ningala dans le territoire de Walikale. Cette structure médicale a bénéficié des lots importants de médicaments dans le cadre de la lutte contre les maladies qui envahissent cette contrée de la province de Nord Kivu. C'était le 7 décembre 2022. Il s'agit d'une action caritative d'une fille de Walikale, Madame Nafisa Ramazani Thérèse, est prise du souci de soulager tant soit peu les problèmes sanitaires de sa communauté ancestrale. Occasion pour elle de reconnaître d'autres besoins urgents de cette structure de santé, mais également l'impraticabilité de la route dans cette contrée. Et donc l'action caritative consistait seulement à doter les centres de santé de Njingala de quelques médicaments essentiels, selon le besoin qui nous a été présenté. Et donc, selon les moyens à notre disposition, nous avons pu réunir quelques médicaments selon le besoin présenté et apporter à l'hôpital avec espoir que ça va soulager tant soit peu quelques malades et avec espoir que d'autres personnes pourront emboîter les pas et pourquoi pas nous-mêmes refaire le même geste, tout comme nous venons de visiter tout à l'heure le centre de santé. Les besoins sont énormes et petit à petit, on peut voir ensemble avec le personnel comment résoudre tant soit peu quelques problèmes. Sentiment de remerciement pour le président du comité de ce centre de santé de Njingala, M. Jacques, qui pour lui, ce geste contribue à aider cette communauté locale. Vraiment, à partir de ce geste, nous sommes totalement heureux et nous allouons vraiment tout ce qui vient de se passer ici. Vraiment, on ne s'entendait même pas, mais c'est par la grâce de Dieu que nous venons de voir ça, totalement heureux et nous disons grand merci. Signalons que Madame Nafisa. C'était plutôt un geste de générosité posé par la RTNC, la station provinciale de la RTNC Nord Kivu, qui a voulu au secours de déplacer de guerre de Rutshuru par la remise des équipements médicaux et autres biens des valeurs. Je le disais tantôt, la population congolaise doit être bien informée sur ces richesses qui logent son sous-sol. Miss Chibanwan, expert en mine, lui est revenu sur les opportunités qu'offre le lithium de Manono, dont la province du Tanganyika. Joël Kayembe. Les affaires en mine, la transparence et la transition énergétique, c'est possible. Glencore en a fait la preuve lors de cette 4e édition de la conférence annuelle tenue au Capitole de Rotana. En présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Guilhem Nyimbo, députés et sénateurs, ainsi qu'autres représentants des missions diplomatiques, la vice-présidente de Glencore RDC, Chantal Kaninda, a vanté les investissements du groupe en cette année 2022, reconnaissant avoir payé en 3 ans plus de 2 milliards de dollars d'impôts et taxes. Kamoto Copper Company, KCC et Mutanda Mining, des valeurs de transparence, de simplicité sans être exhaustif et des interventions communautaires éloquentes, des écoles réhabilitées, des soins de santé garantis, l'eau courante pour les communautés riveraines. Un panel qui a mis en face intervenants et participants sur la transition énergétique a dissipé plusieurs zones d'ombre. Sur la polémique de plus de 180 millions de dollars dus à la République démocratique du Congo, les explications ont été données. Le gouvernement congolais, au travers du Sénarep, a eu à nous contacter. C'est volontairement que nous nous avons engagés avec le gouvernement et que nous avons accepté de payer ce montant de 198 millions de dollars. Des conférences de cette nature rapprochent les miniers et les riverains des exploitations minières et dissipent tous les malentendus. À l'occasion de la clôture de lutte contre les violences basées sur le genre, le RENADEF a organisé une soirée des galas à Kinshasa. Pour cette occasion, le réseau de femmes a également célébré ses 20 ans d'existence et a remis de brevets de mérite à ses partenaires, notamment la RTNC Suzingoy. C'était au cours d'une soirée de gala organisée à Kinshasa que le réseau national des ONG pour le développement de la femme RENADEF a clôturé sa campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. En présence de la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, ainsi que plusieurs autres invités de marque, le RENADEF a également célébré ses 20 ans d'existence. Pour exprimer sa gratitude, le RENADEF a remis des certificats de mérite à son personnel, ainsi qu'à ses partenaires, notamment la Radio-Télévision nationale congolaise, à titre des reconnaissances des mérites de leur institution dans l'appui et l'accompagnement remarquable de leur vision sur terrain. Aujourd'hui, nous sommes là pour reconnaître d'abord ce travail pendant 20 ans
On n'a pas réalisé seul ce travail. Je dois être reconnaissant ce soir que ce travail, s'il a été réalisé, c'est grâce aux partenaires techniques et financiers qui ont compris que j'avais une vision, il fallait qu'ils m'accompagnent. C'est pour aussi faire le plaidoyer pour que le partenaire qui était déjà avec nous continue encore à repenser autrement par rapport à ces partenariats. Et mon équipe qui a été avec moi continue à consolider cette vision parce que parfois, même dans des conditions difficiles, nous sommes là en train de travailler. Une collecte des fonds a été levée au cours de cette cérémonie pour les déplacés des guerres, les militaires au front, les victimes de violences dans l'Est et aussi pour les victimes des conflits dans le Maïndombe. La population de Kindélé dit non à l'agression rwandaise. Pour ce faire, ils ont organisé un championnat dénommé Kindélé Challenge pour montrer leur soutien aux forces armées de la République et au chef de l'État. Une activité organisée par le directeur du cabinet de la ministre de l'Environnement, Chimène Dondo et Francine Atomissi. C'est dans un stade qui a refusé du monde que les deux équipes, Tatapuna et Monastère, se sont affrontées en marge de la finale de la première édition du championnat Kindélé Challenge, une rencontre qui s'est soldée par un score d'1-0 en faveur de Tatapuna, qui a remporté une coupe et une enveloppe de main de l'initiateur Yves Kitumba, directeur à la vice-primature de l'environnement et développement durable, qui promet le leadership de relève devant les cadres et militants de son parti ainsi que les notables de Kindélé. Tout comme à l'ouverture, le coordonnateur de la GIC, affectueusement appelé Papa Lukunga, a eu de mots justes pour exhorter l'assistance. Ce message du président de la République relayé par le chef du parti Jean-Pierre Bemba est bien capté par la population. Ce message, c'est l'unité nationale, la cohésion nationale pour barrer la route à cette agression contre notre pays, unir les esprits pour garder la souveraineté de notre pays. C'est un message d'encouragement à la jeunesse. Vous savez que le football unit les populations et nous sommes aujourd'hui unis au-delà de nos divergences d'approche. Le deuxième message, c'était de demander à la population de s'enrôler massivement pour sauvegarder l'intérêt de notre pays. Pour lier l'utile à l'agréable, c'est au cadre du MLC, Yves Kitumba a offert aux habitants de Kindélé leurs artistes préférés, Buna Filé et Marshall Dixon, qui ont livré tour à tour un concert en live à la grande satisfaction de l'assistance. Politique à présent, plusieurs actions sont à mettre dans l'actif du chef de l'État. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux l'a dit lors d'un meeting. Junior Dieudonné Yangumba et Alain Bikaï. Pour cette mission, les chefs d'antenne Beseko Kassai Central, les ministres provinciaux des infrastructures, les présidents de la commission permanente des infrastructures à l'Assemblée provinciale et leurs délégués se sont déployés dans les territoires de Dimbélingé, Luisaï Kazumba. Objectif, c'est rendre compte du déroulement de ces travaux et palper du doigt des éventuels défis à relever. Dans tous les chantiers visités, où se construisent des écoles primaires à 6 salles de classe, un bâtiment administratif, une salle polyvalente, des centres de santé avec hall de causerie et des ouvrages connexes, c'est un sentiment de satisfaction qu'éprouvent les membres de cette délégation. Jean-François Malangou, chef d'antenne Beseko Kassai Central. Ce que nous avons observé, c'est qu'il y a eu beaucoup de volonté de la part des agences locales d'exécution. Certains sont à jour avec leur RAM et leur calendrier de démarrage des travaux, et d'autres sont peut-être victimes un peu de conditions thématiques et de l'accessibilité difficile sur le site. Mais en général, nous avons un constat de satisfaction. Une évolution remarquable des travaux, saluée également par Willy Wichie, ministre provincial des infrastructures. Je suis très satisfait du fait que j'ai trouvé que partout dans tous les sites, les travaux ont commencé, sauf le site de Kalomba. PDL 145 territoires, l'ambitieux programme du chef de l'État Félix Tshisekedi, jugé sanitaire par les bénéficiaires, car de cette enseignante de l'épée Izombo dans les territoires de l'USA, qui a hâte d'oublier les conditions précaires des fonctionnements actuels.
Le monde syndical vient d'enregistrer un nouveau syndicat, SIDIAFIB, syndicat pour la défense des intérêts des administrations, de finances et du budget. Toutes les représentations de 26 provinces ont participé à l'Assemblée générale et la tenue du premier congrès. Le vice-premier ministre de la fonction publique a dépêché son représentant pour présider la cérémonie au cours de laquelle il y a eu l'installation de présidents à Kinshasa et en province. Un reportage de Rodé Panda. Défense, protection de droits et avantages des agents et fonctionnaires de l'État. Désormais, il faut compter avec de nouveaux syndicats pour la défense des intérêts des agents et cadres des administrations de finances et du budget. SIDIAFIB, nouveau syndicat au sein de l'intersyndicale de l'administration publique INAP, créé sous l'impulsion du camarade Nicolas Ngonga, président. Il va fonctionner au sein de ces deux portefeuilles de l'État, le budget et les finances. Une cérémonie de sortie officielle doublée de premier congrès a été organisée pour mettre en place de nouveaux staffs dirigeants à Kinshasa et en province avant les élections. C'était avec la participation des différentes représentations de toutes les 26 provinces. Les présidents du SIDIAFIB et tous les membres sont impatients de l'organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique pour apporter le nouveau souffle. Ils en appellent à l'autorité du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Le SIDIAFIB travaille en intelligence avec la philosophie du VPM Liaou, Monga et Bois sur la justice, l'équitabilité dans le traitement des agents et cadres des administrations. La présence des représentants personnels du vice-premier ministre de la fonction publique, les conseillers en charge des élections, Clovis Tchibala, est une preuve de soutien et de certification de ce nouveau-né dans le monde syndical dont lui-même est le parrain. La justice distributive, l'équité, la légalité, des principes qui vont caractériser et servir de fil conducteur pour SIDIAFIB dans ces combats. Après cette cérémonie, une formation syndicale a été organisée pendant 3 jours, centrée sur 10 modules, notamment les faits syndicaux, l'historique du syndicat, les élections syndicales et autres. Ce journal est terminé. Avant de nous séparer, ce communiqué émanant du président du cabinet du président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été informé de dégâts humains matériels consécutifs à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022 depuis Washington, où il séjourne dans le cadre de sa participation au sommet États-Unis-Afrique. Le chef de l'État est profondément attristé et peiné de la perte de plusieurs de nos compatriotes, de la désolation qui en résulte dans leurs familles respectives. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a une pensée particulière pour chacune des familles éprouvées auxquelles il adresse ses sincères condoléances. Il exprime sa compassion et son soutien et les assure, ainsi qu'à tous ceux qui ont perdu de bien, de la solidarité du gouvernement. À cet effet, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le Premier ministre chef du gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines afin d'adopter un réconfort, afin plutôt d'apporter un réconfort aux familles de victimes. Le gouvernement est appelé à intervenir sans délai afin de rendre opérationnelle la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Matadi, Mayo et Mitendi. Il en est de même du curage de rivières et des égouts de conduite d'eau pour lutter contre ces inondations faites à Kinshasa le 13 décembre 2022. Guilain Niembo Bouiza. Et justement, le gouvernement de la République décrète le deuil national de 3 jours à partir de ce mercredi 14 décembre, à suivre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise la communication du gouvernement avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Okito Wakoy. Et puis, cet autre communiqué nécrologique, les diocèses de Kikwit à la profonde douleur d'annoncer la triste nouvelle du décès de son Excellence Monseigneur
Marie-Édouard Mounounou-Kassiala, évêque émérite de Kikwit, décès survenu le 5 décembre 2022 à Bruxelles. Le programme des obsèques se présente de la manière ci-après. Mercredi 14 décembre 2022, arrivée de la dépouille de Bruxelles à Kinshasa et exposition du corps à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. 22h à l'aube, veillée mortuaire au même endroit. Jeudi 15 décembre 2022, 10h30, messe d'action de grâce. 13h30, départ de la cathédrale Notre-Dame de Lingwala vers l'aéroport de Ndolo pour Kikwit. Samedi 17 décembre 2022 à 12h, inhumation à la cathédrale de Kikwit. Ces communiqués s'adressent à tous les ressortissants du Grand Bandundu en général et en particulier à tous les ressortissants de Kikwit et des environs. Abbé chancelier Francis Emmanuel Kimwanga. Voilà complètement bouclé ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise.